Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le sommaire. Déjà une semaine que les fidèles musulmans sont en carême. Cette année encore, au marché d'Antokba, les produits de première nécessité connaissent une augmentation. À suivre dans ce journal. Zoom sur les difficultés que rencontrent les conducteurs des engins à 3 roues, encore appelés globoto en langue fon, un mode de transport adopté par les commerçantes du marché. Sport dans cette édition, la 8e édition du tournoi international des anciens basketteurs du Bénin 2018 s'est déroulée le week-end dernier à Cotonou. À nouveau, bonsoir. Drame halieutique dans le lac Toro à Atiémé. Des milliers de poissons morts d'un produit toxique dont la nature reste encore à identifier. À en croire les riverains, les produits toxiques seraient la cause de la mort de ces milliers de poissons retrouvés dans le lac. Le constat a été fait par les autorités qui se sont dépêchées sur les lieux ce lundi 21 mai 2018, notamment le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Il est accompagné du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments pour les premiers prélèvements. Afin de préserver la vie des populations, le ministre Gaston Dossoui pense que la première mesure à prendre, c'est d'éviter la police fluviale, à faire tout de suite la patrouille sur le lac et permettre de circonscrire le mal. Le ministre exhorte les autorités locales à prendre les dispositions pour empêcher l'exploitation du lac pendant 10 jours à 2 semaines. Démarré depuis le jeudi 17 mai dernier, le carême suit son cours chez les fidèles musulmans. Ceux-ci vont devoir continuer pour 25 jours encore à acheter chèrement les fruits dont ils se servent pour rompre le jeûne. Cette année encore, on assiste à une flambée des prix au niveau des fruits qui sont des produits de première nécessité. Un tour au marché d'Antokba nous a permis de faire le constat. Le lait, le sucre, le riz et autres sont autant de produits de première nécessité qui se retrouvent à la table des fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. Au marché d'Antokba de Cotonou, les commerçants et autres vendeurs font en général par 7 ans de bons chiffres d'affaires. Les prix de ces produits indispensables pour le jeûne musulman connaissent une inflation. Et même si les clients musulmans se plaignent parfois, ils sont obligés d'acheter ces produits dont ils ont besoin. Avant, lorsque les carêmes n'avaient pas commencé, c'était pas assez. Mais maintenant, quand les carêmes ont commencé, lorsque tu rentres dans les marchés, on voit qu'ils ont un peu haussé les prix. Donc, ils viennent en abondance. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, déjà, on a déjà vendu quand même. Les clients sont venus. On a eu notre gain. Je pense que lorsque le carême commence, on sait que les musulmans vont jeûner. Maintenant, lorsque les musulmans vont jeûner, ils n'ont pas le choix, ils vont payer. Ils vont payer. Donc, même s'ils augmentaient les prix, on n'a pas le choix. Comme chaque année, chaque mois de Ramadan qui vient, les produits de première nécessité augmentent le prix. Ça augmente toujours le prix, mais et les clients, avec ça, ils vont toujours se plaindre. Ça, là, tout le monde le sait. Les clients non musulmans subissent également cette augmentation des prix de certains produits. Cette cherté s'observe quelques semaines avant le carême musulman et chaque année, à l'approche du jeûne musulman, les clients ressentent déjà les effets sur les étalages. Sans carême, moi, que vaille, carême, le wa belé, nous pour. Bon, mais qu'on remonte. Bon, et non les adjets, mais là, minon remonte à mon mère là et dans sa périmé à fidèle mais de là non là ça périmé mi bon mi hunle yo un onyon a mi ka sabo mele nou un agnon bon contrôle le né de suni les wa mais les musulmans comme les chrétiens, tout le monde vient acheter, mais ils crient toujours que c'est cher, mais on n'a pas le choix. C'est clair, tout le monde le voit, c'est parce que le mois de Ramadan est là. Avec ce mois, l'achat est plus fort que d'autres mois. C'est pourquoi ils augmentent les prix. Sinon, là où on prend les prix c'est sur les mêmes prix, mais
Quand ça vient sur le marché, les gens augmentent comme ils veulent. Ça, c'est normal, hein. Chaque client se plaint. Ils se plaignent parce que ce qui était à 750 avant augmente même 50 francs là-dessus. Le client dit ah c'est cher, c'est cher. Maintenant voilà que nous on n'a pas le choix. Parfois on regarde ce qu'on peut faire pour pouvoir diminuer. Mais si ça ne va pas, on leur dit ah mon frère ça ne va pas. En attendant la fin des jeûnes musulmans, le constat est clair. Les prix des produits de première nécessité connaissent une flambée. 10 ans environ après avoir œuvré à la création d'écoles de journalisme, l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, s'engage dans la spécialisation des journalistes pour plus de professionnalisme au niveau de la presse béninoise. Le président de l'UPMB, Franck Pochemé, a informé ses confrères sur les tenants et aboutissants de ce projet lancé par son bureau depuis quelques mois. C'était lors du 186e numéro de Café Média Plus du vendredi 11 mai 2018. À la fin de mon premier mandat 2013-2016, le constat que nous avions fait, soit après environ 10 ans que nous avons envoyé des journalistes à l'école, parce qu'au-delà du fait qu'il n'y avait pas d'école au Bénin, nous avions également pensé que les manquements que nous observions dans nos productions étaient dus au fait que la plupart ne provenaient pas d'une école de journalisme. Donc, 10 ans après, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Nous n'avons pas senti le changement qualitatif qui était attendu. Après ces plusieurs générations de journalistes qui sont allés, appuyés par les étudiants, c'est-à-dire les bacheliers qui sont allés directement faire l'école et qui sont venus après nous renforcer dans la compagnie. De manière générale, nous n'étions pas satisfaits. Et désormais, nous avons commencé par penser à l'UPMB qu'au-delà de l'école, le problème, au-delà de la professionnalisation, que le problème c'était désormais la spécialisation. Donc pour ma réélection, j'avais insisté sur la nécessité d'aller maintenant à la spécialisation. Et lorsque là j'ai m'a réélu en 2016, nous avons amélioré la proposition que j'avais faite pendant ma campagne. Donc le bureau que je présidais a amélioré. Nous avons ensuite mis en place un comité de spécialisation qui n'est pas seulement composé de membres du bureau. Nous avons ouvert à d'autres qui ne sont pas dans le bureau. Et ce comité a fait des réflexions qui ont été validées d'abord par le bureau. Puis ensuite, nous avons organisé 2 ateliers. Un atelier à Parakou l'année passée pour proposer ces réformes-là au président des médias élargis, aux responsables des écoles qui forment en journalisme au Bénin. Donc nous avons fait 2 sites de formation, un site à Parakou, un site à Boycon. Et après avoir ces deux ateliers ont permis d'améliorer un peu le document du comité, le document du bureau. Et nous avons, retour à côté, nous avons essayé de faire une synthèse des différentes recommandations. Et ce qui nous a permis maintenant de lancer un communiqué portant appel à candidature. Nous ne voulons plus nous investir dans les formations sans lendemain. En tout cas, nous, il nous reste, pour mon mandat, il me reste 1 an, moins d'1 an et demi. Et je dis, nous n'allons plus nous investir dans des formations sans lendemain qui ne donnent rien. Donc, positionnez-vous et à partir des intérêts que vous nourrissez pour telle thématique, nous prenons l'engagement au niveau de l'Union d'aller chercher les financements pour former les gens. Donc, nous avons identifié à l'issue des 2 ateliers des thématiques. Vous comprenez que nous ne pouvons pas être au Bénin, journalistes au Bénin, et dire que nous voulons nous spécialiser dans l'aéronautique, par exemple. Donc, il faut que nous choisissons des thématiques qui sont utiles. Parce qu'il faut qu'on finisse avec le journalisme à Diavon, un talent, mais qu'on fasse du journalisme de développement. Que nous puissions être à même d'accompagner des secteurs qui engagent le développement du Bénin. J'ai l'habitude de dire, si aujourd'hui on dit le ministre des Finances, et puis que vous avez suivi le balai des ministres, le ministre des Finances n'est pas encore passé. Mais le jour où le ministre des Finances va passer, je ne sais pas entre nous qui serait à la hauteur. On l'a vu quand ils ont pris Komi. On l'a vu également quand ils ont pris une fois à Wadaï. Ce n'est pas ça. Nous suivons ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas ça. Donc, des généralistes qui vont venir interroger le ministre des Finances, ça ne marchera pas. Le ministre va les tourner en bourrique. Vous vous rappelez de l'époque de Paul Dossou, paix à son âme, pour ceux qui avaient l'âge de suivre un peu les débats dans le temps. Ce n'était pas facile avec Paul Dossou. Nous avions associé Gérard Guédégbé,
Ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est spécialisé très tôt. Et il est venu partager son expérience, son parcours en tant que spécialiste de l'éducation. Nous avons associé Kenenvo. Et il a pu même faire le témoignage à Boycon, à savoir que c'est moi qui l'avais conseillé en 2000, parce qu'on se connaît depuis l'université. Il a fait le témoignage. Et parce que moi, j'étais dans la presse avant, on était tous à l'université, mais moi, j'étais venu dans la presse avant lui. Et c'est moi qui l'ai encouragé dans cette spécialisation. Aujourd'hui, il doit tout à cette branche-là, décentralisation, en tout cas à la gouvernance locale. À Parakou, on a découvert un jeune Hippolyte, j'ai oublié son nom de famille, qui a eu télé, qui a un parcours impressionnant en environnement. Impressionnant en environnement. Donc, Marcel, quand nous parlons de spécialisation, c'est d'abord pour nous, individus. Ce n'est pas pour faire plaisir à un directeur de journal ou bien à un patron d'organe. C'est d'abord pour nous révéler, pour être utile à la société. Le chantier abandonné du nouveau siège de l'Assemblée nationale à l'entrée ouest de la ville de Porto Novo, considéré comme un éléphant blanc, continue de couler encre et salive. Reçu sur l'émission Info Hebdo du week-end écoulé, deux confrères ont donné leur avis sur le sujet. On les écoute. Figurez-vous que c'est Boni Yahi et son ministre des Finances qui ont été ordonnateurs du budget en 2008 quand le siège a commencé. Ce n'est pas le général Mathieu Kérékou. Et mieux, avant la réalisation d'un ouvrage de cette envergure, il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact et l'étude environnementale. Si véritablement une étude a été faite, on ne devrait pas assister à cette surfacturation, à cette facturation exagérée du bâtiment, enfin, de l'ouvrage. Et je dis, c'est l'État en ce sens que, et député, et exécutif, et même maître d'ouvrage délégué, et même la population, que dis-je, même la commune de Porto-Novo, tout le monde est responsable. Parce que ils ne peuvent pas me dire que lorsque les travaux évoluaient, on ne voyait pas. On passe presque 2 fois par jour, la population de Porto-Novo emprunte le tronçon là. Ils voient, mais personne n'a jamais dénoncé. Ou du moins, ce qui était fait, c'est de voir Boni Yahi, le constructeur, Boni Yahi, le bienfaisant, Boni Yahi, le développeur. Et sous Boisseau, c'est les députés, enfin, c'est les entreprises adjudicataires qui faisaient la malgouvernance. Il y a des choses horribles qu'on a entendues dans le rapport qui ne présagent même pas de la construction d'un poulailler. Je ne peux... Les entreprises qui ont géré ce projet, au regard de ce que le rapport a dit, on ne peut jamais leur confier la construction d'un poulailler au Bénin. Ce n'est pas des entreprises, ça. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Comment se fait-il qu'on peut assister à un bâtiment R+, où la fondation ne tient pas, où le socle même sur lequel le bâtiment va se reposer posait déjà de problèmes. Vous êtes dans une zone marécageuse. Et donc, vous devez aller au fin fond du sous-sol. Il y a l'étude du sous-sol qui se fait. Rien de ça aujourd'hui, aucun document n'est disponible. Mais c'est ahurissant. Et vous voulez que ces entreprises-là construisent des bâtiments au Bénin, ça pose un problème. Donc je dis, tous ceux qui ont passé ce marché doivent passer devant la justice pour répondre de leurs actes. Parce que figurez-vous, vous l'avez dit à l'entame dans votre introduction, c'est mon argent, c'est votre argent, c'est son argent, c'est l'argent de nous tous. C'est construit sur le budget national. C'est le budget national en 2008. Et nous allons payer, nos enfants vont payer ça. Ils vont payer cher. C'est sous le gouvernement, sous le régime du président Yahi que le projet a été lancé. L'ordonnateur disait Kazmi Pedjo, c'est le gouvernement du président Boni Yahi. Mais je voudrais qu'on soit un peu méfiant. Il y a que parmi les maîtres d'ouvrage délégués, il y a des nationaux. Il y a des nationaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres nationalités, d'autres ouvriers, d'autres nationalités qui ont gagné des marchés sur ce terrain. Par conséquent, le travail qui sera fait, le travail qui doit être fait, devrait être bien fait par les Béninois. S'ils ont choisi orienter le travail autrement, mal le faire et encaisser les sous,
naturellement, il faudrait tirer les oreilles, il faudrait tirer les conséquences et sanctionner ces personnes. Je ne voudrais pas qu'on soit aussi précipité pour dire que cela incombe à Boni Yayi, cela incombe à Boni Yayi, encore que ce n'est pas Boni Yayi, ce n'est pas la personne de Boni Yayi qui allait creuser les fondations, ce n'est pas la personne. Et je ne voudrais pas forcément jouer les défenseurs de Boni Yayi, mais je voudrais qu'on soit juste objectif, n'est-ce pas, dans les analyses que nous faisons, pour ne pas, de notre position, je dirais, de journaliste, certes d'observateur de la vie politique nationale, que ce ne soit pas à nous, n'est-ce pas, de dire c'est telle personne qui est responsable. Cependant, s'il y a des députés encore tapis à l'Assemblée nationale qui ont gagné des marchés, il va falloir, s'ils estiment que ce sont de fausses accusations, qu'on a divulgué leur nom sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio, sur les réseaux sociaux, et que ce sont de fausses accusations, je crois que sur ces mêmes réseaux sociaux, sur ces chaînes de télévision, n'est-ce pas, ils seront les bienvenus, ces députés. Ils seront les bienvenus pour apporter leur part de vérité, apporter l'éclairage nécessaire pour permettre à l'opinion publique nationale et pourquoi pas internationale de savoir que s'est-il passé exactement au niveau du siège de l'Assemblée nationale où on voit s'évaporer, je répète, on voit s'évaporer des milliards. Les tricycles constituent l'un des moyens de transport qu'utilisent les usagers du marché international de Dantokpa depuis des décennies. Les conducteurs de ces engins à 3 roues sont confrontés à d'énormes problèmes et contraintes. Une équipe de Zaï TV s'est intéressée au quotidien de ces tricycles. Suivez plutôt. Les tricycles, communément appelés kloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le kloboto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. À présent, sport pour boucler cette édition. Cotonou a abrité le week-end écoulé la 8e édition du tournoi international des anciens basketteurs Bénin 2018. À l'issue de la compétition, les anciennes gloires de l'UNAFRICA du Bénin à l'amicable des anciennes basketteuses du Togo ont remporté les premiers prix en dominant respectivement en finale 2 ABC chez les hommes et les vétérans du Congo-Brazzaville chez les dames. Nous avons par le passé joué pas mal avec nos sœurs béninoises et cette occasion aussi a été l'une des occasions où on s'est retrouvés pour renouer les liens et puis promouvoir le sport
en encourageant les jeunes à venir voir les anciennes basketteuses jouer. Et franchement, bon, on a partagé la joie et c'était bien. Ces propos de Julie Adonko, chef de la délégation du Togo à la 8e édition du tournoi international des anciens basketteurs Tiaba, résument bien l'objectif visé par les initiateurs de cette compétition il y a 20 ans. Ce tournoi est organisé depuis plus de 20 ans. Au départ, c'était le concert des pays du Conseil de l'Entente qui l'organisait, mais depuis peu, beaucoup de pays qui n'appartenaient pas forcément à l'aire géographique du Conseil de l'Entente, comme le Congo, s'y étaient intéressés. On a dû leur faire appel. Et depuis peu, c'est dénommé tournoi international des anciens basketteurs. Du 18 au 20 mai, les anciennes gloires hommes et dames de la balle au panier de 4 pays de l'Afrique subsaharienne se sont retrouvés à Cotonou dans le cadre du Tiaba 2018. Ont répondu présents à cette édition 8 des 11 équipes annoncées. Les Babus et l'Amicale Swandi du Togo ainsi que Ripopo hommes de la Côte d'Ivoire n'ont pas pu effectuer le déplacement. Après les éliminatoires vendredi et samedi, l'Union des anciens basketteurs de l'Unafrica de Cotonou, UABU, et l'Amicale des anciens basketteurs de Cotonou, 2ABC, obtiennent leur ticket pour la finale devant les Tripoters d'Agla et les vétérans du Congo-Brazzaville chez les hommes. Du côté des dames, l'Amicale des anciennes basketteuses du Togo, Abato, et leurs homologues du Congo-Brazza vont disputer l'ultime match du tournoi. À l'issue des finales le dimanche 20 mai, ce sont les anciens de l'UABU avec en leur sein Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, qui soulève le trophée en dominant les 2ABC 58-44. Tandis que les anciennes basketteuses du Togo battent les vétérans du Congo 38-32. Selon les acteurs, au-delà de l'esprit de compétition, ce tournoi vise surtout à rappeler les biabas du basket à la jeune génération. La cinquantaine révolue, vrai, certes, mais on garde la même ferveur, quoi. La rage de gagner, elle demeure dans le jeu. Mais le tout se passe dans le fair play. C'est vrai qu'on se retrouve comme ça, on veut tous monter au podium, mais au finish, il n'y a qu'un seul qui monte au podium. L'important pour nous, les anciens basketteurs, c'est de multiplier ce genre de rencontres pour léguer notre expérience à la génération montante, aux jeunes, pour qu'ils sachent comment le basket se joue. Ce n'est plus... Le basket aujourd'hui se joue pas peut-être dans les mêmes préceptes d'antan. Ce qu'ils appellent le playground, en train de dénaturer le basket. Donc le basket, c'est une discipline ordonnée. Et nous, les anciens, nous avons l'obligation de pouvoir léguer cette expérience que nous avons vécue aux jeunes d'aujourd'hui. Pour impacter davantage le développement de la balle au panier dans leur zone, les organisateurs veulent désormais organiser la compétition chaque année au lieu de tous les 2 ans. En attendant d'y arriver, les 2ABC, les vétérans congolais et l'association des anciennes basketteuses du Bénin 2A2B repartent avec les trophées de fair play de l'édition 2018. Suivons à présent Basile Akpovo, le président du comité d'organisation du tournoi international des anciens basketteurs de cette année qui fait le point de la compétition juste avant les finales. Ce fut une expérience très enthousiaste et nous allons dans quelques heures finir ce trophée. Le bilan que nous pouvons faire sans avoir fait dérouler les finales, il est déjà satisfaisant parce que sur les 5 pays invités, nous en avons eu tout au moins 3. La Côte d'Ivoire était présente, le Congo et le Togo également. Donc, du point de vue de la mobilisation, c'est déjà un satisfait. Alors, du point de vue de la qualité du jeu, malgré l'âge que les uns et les autres portent, cela est aussi satisfaisant. Alors, nous ne pouvons que nous en réjouir. En termes de difficultés, on peut aujourd'hui nous permettre de les minimiser parce que notre ministère de tutelle nous a abondamment aidés en nous offrant gracieusement, par exemple, le hall des arts. Vous comprenez? C'est vrai, on a délocalisé quelques matchs sur l'Unafrica, mais à l'instant où nous sommes revenus au hall des arts. C'est déjà un point. Alors, je m'en voudrais de ne pas citer, vous savez, toute organisation, comme vous l'aviez dit tantôt, ce n'est pas toujours facile. Et par rapport à ça, en dehors du fait qu'à l'interne, les équipes du Bénin, c'est-à-dire les 2ABC
l'amicale des anciens basketteurs de Cotonou, les 2 ADB, l'amicale des anciennes basketteuses du Bénin, l'amicale de Agla et l'amicale UABI de l'UNAFRICA. En dehors du fait que nous avons personnellement participé au budget de façon substantielle de ce tournoi, il n'y a que la SBE, notre partenaire de tous les jours, nous a abondamment aidé. Le ministre de l'Énergie également nous a aidés. La société Delmo et Fils et quelques amis au passage nous ont aidés pour que nous tenions ce tournoi-là. Le tournoi a un règlement qui stipule clairement que des 2 catégories, c'est-à-dire la catégorie allant de 35 à 45 ans et 45 et plus, le tournoi dans son règlement a été un peu flexible en ouvrant la voie pour que les équipes qui auraient des problèmes d'effectifs puissent faire intervenir 2 jokers de la classe de la catégorie inférieure. Ça a été le cas. Mais voyez-vous, les gens parfois trichent un peu parce que l'envie de gagner domine tout. Et ils ont fait intervenir, c'est vrai, quelques joueurs qui n'ont même pas 30 ans. Mais voyez-vous, comme nous savons toujours concilier les choses chez nous ici, nous avons par endroit fermé les yeux pour que la fête soit belle. Et ça a été le cas. Nous ne tenons pas forcément à la victoire. L'essentiel, c'est que les gens s'amusent et qu'on montre à la jeunesse que malgré l'âge que nous portons, on peut toujours donner de la visibilité au basketball afin qu'ils aillent à cette école-là. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane.